Et je vais justement en parler entre autres sous l'angle de ces relations. Allez, je trouve ça. Alors, c'était la première fois que j'allais au Nigeria. Moi-même, je suis allé plusieurs fois en Afrique. Un peu comme Guillaume, moi j'ai passé ma vie dans différents coins. Mon père était chirurgien militaire, donc quand j'étais jeune, j'ai beaucoup voyagé. Je me reconnais pas mal dans certaines problématiques là, dont il a parlé. Et c'était la première fois que j'allais dans l'Afrique anglophone. Je suis allé au Burkina Faso, au Cameroun, bon, qui est bilingue, mais plutôt francophone quand même, et à Madagascar. Et une des problématiques, justement, concernant les relations, c'est vrai qu'en Afrique, beaucoup d'Africains, tout compte fait, auraient préféré la colonisation anglaise. C'est souvent une remarque qu'on entend. Hein. Donc, les relations entre l'ancienne colonie, les anciennes colonies et la métropole sont... Enfin, il y a de très bons côtés, en fait, dans la francophonie, mais il y a aussi beaucoup de choses qui sont assez amères, marquées du côté anglophone aussi. Mais on entend souvent ce propos, et ça fait réfléchir. On peut se demander, mais alors, qu'est-ce que les Français auraient pu manquer, hein? Bon, bien sûr, c'est pas absolu, mais c'est souvent une remarque que j'ai entendue, et ça peut blesser notre ego. On peut se dire, bah, quand même, est-ce que les Anglais ont pu faire mieux que nous? Comment ils ont fait? Voilà. Bon, je relativise ça, hein, parce que c'est pour pas non plus en faire des absolus. Alors, le Nigeria, c'est un pays, je pense, intéressant du point de vue des relations, parce que c'est le plus peuplé de tous les pays d'Afrique. Il a un poids énorme, puisqu'il y a 150 millions d'habitants, c'est même l'un des 10 pays les plus peuplés du monde. Forcément, ça implique pour ce pays un énorme poids par rapport au continent africain. Et j'ai pu voir combien pas mal d'Africains enviaient la capitale du Nigeria. C'est quand même une ville qui a été créée artificiellement il y a 20 ans, qui a beaucoup d'allure. On ne s'attend pas à trouver ça en Afrique. C'est une ville bien tenue, bien gérée apparemment, avec une architecture qui a beaucoup d'allure, en fait, qui est bien entretenue. Et on y sent... Enfin, on se dit, si toute l'Afrique était comme ça serait pas mal. Bon, ça, c'est une vitrine. Je sais que le reste du pays est loin de correspondre. Mais en tout cas, ça me montre qu'il y a, dans ce pays, il y a un potentiel pour jouer un rôle de leader dans le continent africain. Cela dit, les Nigérians sont dans une situation difficile. Et au moment où nous avions une conférence pour la paix là-bas, et certaines personnes qu'on voulait inviter de France ont renoncé à y aller au dernier moment parce qu'il y a des troubles dans le pays, des troubles interreligieux. C'est un pays qui est très particulier parce que le sud est vraiment chrétien et le nord musulman. Et une chose qui est quand même rare en Afrique noire, c'est qu'il y a quand même un islam assez radical dans certaines régions. En général, en Afrique noire, les gens ne sont jamais extrémistes. Mais le Nigeria est un pays où il y a vraiment un danger de fanatisme religieux. Et au moment où on y était, c'était quand même assez chaud, puisque dans le nord-est du pays, la police a tué brutalement en fait, des gens, ils appellent ça une secte islamique, qui auparavant avait elle-même fait des exactions. Et moi, je ne regrette pas du tout d'être allé dans un pays, on n'était pas en danger. Et je comprends aussi qu'il y a des gens qui ont eu peur au dernier moment d'aller là-bas, quoi. Aussi, ce qui est intéressant, c'est que parfois on se méprend sur un pays. Nous avions des difficultés à obtenir un visa et ça nous a tellement irrités, quoi. Et on a vraiment pris pour une mauvaise volonté. On s'est dit, mais vraiment, les autorités nigérianes ne font rien pour nous faciliter la vie parce qu'il faut payer le visa avec une carte de crédit et systématiquement c'était refusé. Et la première réaction, c'est de dire, mais ces gens-là sont nuls. Mais en fait, on s'est aperçu combien, au contraire, à l'ambassade, ils étaient souvent très gentils. Et l'une des raisons pour laquelle c'est comme ça, c'est qu'ils veulent lutter contre la corruption. Et auparavant, il fallait verser beaucoup d'argent dans l'ambassade, il fallait des dessous de table. Alors là, c'est par carte de crédit.
c'est parce que justement, eux-mêmes, ils veulent que leurs finances soient claires, mais le système n'est pas tout à fait au point. J'ai vraiment eu une leçon en allant à l'ambassade. Je trouvais ça très très long au départ d'attendre tout ça. Et finalement, au dernier moment, j'ai vu l'incroyable gentillesse des gens, combien ils étaient dévoués. Et soudain, ça m'a fait réfléchir. Souvent, on a des préjugés un petit peu idiots contre les gens, alors même qu'ils sont en train de vouloir vous aider, quoi. Ouais. J'étais dans un avion, j'ai voyagé par British Airways. Quand vous prenez l'avion comme ça, vous voyagez toute la nuit, il y a deux possibilités. Soit vous avez envie de dormir, ou alors vous voulez regarder un film. Bon, dans tous les avions, il y a des films. En général, moi, je fais d'excellents contacts dans les trains, les avions, les bateaux. Enfin, je sais pas pourquoi, mais ça... Je pense que dans les airs, on est un peu dans un état second. Les barrières de l'ego tombent. Et souvent, j'ai envie de parler avec mes voisins, quoi. Mais la dame qui était assise à côté de moi, elle faisait tout pour pas avoir l'air très aimable. Elle était vraiment accrochée à son téléphone portable. Et puis, j'avais l'impression que j'existais pas du tout pour elle. Je dis, bon, je pense que cette dame-là, ça n'a pas marché, quoi. Alors, j'ai regardé le jeune homme à côté de moi. Je me disais, peut-être lui, ça va être ma victime, quoi. mais quand même, j'avais plutôt envie de parler avec la dame à côté. Puis à un moment donné, j'ai trouvé un prétexte parce qu'ils ont distribué les papiers pour l'immigration. Il leur faut remplir un tas de machins. Et j'avais pas de stylo. Donc j'ai dit à la dame, Madame, est-ce que vous avez un stylo pour moi? Alors elle a cherché. Et après, je lui ai dit, mais vous savez, mon voisin, il a besoin aussi de prêter, quoi. Et alors finalement, j'ai parlé avec cette dame. Et c'est une femme d'affaires nigériane. Et j'ai été vraiment touché par sa personnalité. Elle m'a dit qu'elle a travaillé elle-même pour être fonctionnaire dans le gouvernement, parce qu'elle est patriote. Et pour elle, c'était vraiment un honneur de servir son pays. Mais très rapidement, elle s'est aperçue qu'il y a beaucoup de triche au Nigeria. Et qu'en fait, elle allait gâcher sa vie si elle rentrait dans ce système. Et elle s'est lancée seule dans le business, avec beaucoup de talent en fait. Et ce qui est intéressant, c'est une personne qui m'a semblé vraiment traditionnelle. Elle est vraiment bien ancrée dans son pays, mais elle joue à fond le jeu de la mondialisation. Là, elle revenait d'un voyage au Canada, et son fils de 20 ans étudie à Winnipeg, dans le Manitoba, et l'autre fils qui n'a que 16 ans, il étudie à Kuala Lumpur, en Malaisie. Donc vous voyez là, alors c'est aussi un pari de ces gens-là, c'est des élites qui veulent former leurs enfants dans les meilleures universités du monde. Ils sont vraiment bien placés. Et en fait, cette dame, beaucoup d'argent qu'elle gagne, c'est vraiment pour l'éducation de ses enfants. Mais je pense que ce n'est pas uniquement égoïste. C'est parce qu'elle voudrait qu'ensuite ils reviennent au Nigeria, mais après avoir eu une vision assez globale des choses, quoi. Et moi, j'étais vraiment très touché par cette dame. J'adorais l'entendre parler. Et je pense que ça l'a ému que quelqu'un s'intéresse à sa vie. Je lui ai dit, mais pourquoi vous n'écrivez pas sur votre vie? Moi, je trouve ça intéressant. Est-ce que vous appartenez à des clubs, tout ça? Et en fait, elle trouvait que moi, je voyais en elle une valeur que peut-être à laquelle elle n'avait jamais trop réfléchi. Bon, elle vit sa vie. Elle était étonnée que moi, un blanc, je m'intéresse autant à elle. Je posais beaucoup de questions. J'étais vraiment curieux, quoi. Elle m'a dit, ah, vous avez peut-être raison, j'aurais peut-être raconté ma vie un petit peu, quoi. Et donc finalement, on est arrivé à l'aéroport d'Abuja. Et quand on est à la capitale? Abuja, oui. Alors c'est une ville qui a été construite au milieu de nulle part. Il n'y avait rien avant, il n'y avait même pas un village. Et maintenant, elle fait 700 000 habitants. Je vous montrerai un petit peu. Et c'est un pari fou, hein, parce que les Nigérians pouvaient se vanter d'avoir l'une des plus grosses villes d'Afrique noire, qui est Lagos, une ville très entreprenante, commerciale, dont ils étaient fiers. Et là, soudain, ils se sont complètement détournés de la façade maritime. Et ils ont construit leur capitale en plein milieu du pays. Et c'est justement un pari relationnel. C'est vraiment pour unir le nord et le sud. C'est vraiment au centre absolu du pays. Et c'est dans le but très clair d'harmoniser les chrétiens et les musulmans. Parce que ce qui menace le plus le Nigeria, c'est cette division, en fait. Ils le savent, c'est vraiment c'est à la fois leur force et leur faiblesse.
c'est une force parce que si vraiment il y a un pays qui peut réussir à unir les musulmans et les chrétiens, c'est le Nigeria, mais en même temps c'est difficile, c'est un gros défi, quoi. Ils ont un système où alternativement le président doit être musulman puis chrétien. C'est le système qu'ils ont trouvé. Et aussi ils renoncent maintenant à la clique militaire. Ils ont eu des dictateurs pendant longtemps, des régimes militaires. Et là, ils essayent depuis plusieurs années d'aller vers la démocratie d'alternance. Et je pense que ça, de ce point de vue-là, il y a un réel progrès, quoi. Alors finalement, nous étions accueillis par une délégation. Et justement, la personne qui m'accueillait, voyant que j'étais toujours en train de parler avec cette dame, il nous donnait une invitation pour le discours de notre fondateur, le révérend Moon. Mais je ne m'attendais pas du tout à ce que cette dame avec laquelle j'avais voyagé dans l'avion vienne au programme. Ça a été ma surprise de la fin du séjour là-bas, quoi. Ouais, ouais. Alors, j'ai été étonné par l'aspect un peu visionnaire. C'est une ville, la silhouette de la ville est plutôt belle. Alors aussi, il y avait des frayeurs énormes, parce qu'il y a une autoroute assez large, mais en fait, les gens conduisent n'importe comment. Et à un moment donné, j'ai vraiment eu très très peur, parce que les véhicules, ils vous frôlent à 5 cm, mais en étant à 70 à l'heure, quoi. On était dans un bus, et il y avait des véhicules, mais ils foncent comme des fous, quoi, sur la route. Et le matin, c'est vraiment incroyable de voir ces scènes. Aussi des gens qui traversent l'autoroute au risque de leur vie. On voit vraiment la difficulté de vivre en Afrique. C'est vraiment, il y a une lutte pour la vie qui est très intense, mais en même temps, c'est incroyable de voir l'énergie qu'il y a là, quoi. Les gens sont vraiment dans une frénésie très très forte. Et ça, c'est frappant, quoi. De bon matin, le jour se lève et on voit tous ces gens tellement nombreux, quoi, qui sont là et qui grouillent. Et on voit des taxis avec 9 ou 10 personnes dans le même taxi. Ça, c'est incroyable. Je me souvenais un peu de l'Afrique, mais quand on y est, c'est vraiment un choc culturel, quoi. Et puis soudain, on arrive dans la capitale, et là, il y a des portes de la ville. Et là, au contraire, la capitale est très préservée. Ils ont voulu que ça soit une capitale nette, une belle vitrine. Et dans la capitale, il y a peu de circulation. Je pense qu'ils mettent tous les gens pas très très clairs, ils les laissent au dehors. Il doit y avoir des laissés-passer, parce que finalement, quand on arrive dans la capitale, tout est net, tout est clair, c'est vraiment bien réglé. Et on voit de très loin cette mosquée. L'architecture des nouveaux mouvements religieux n'est pas toujours réussie. Là, je trouvais que c'était vraiment une belle réussite. C'est un monument qui a beaucoup, beaucoup d'allure. Et juste en face, ils ont construit une cathédrale œcuménique. Ça montre Alors, est-ce que c'est très sincère ? Il y a un côté très institutionnel là-dedans. Je ne sais pas si cette mosquée, qui la fréquente exactement, ça semble être vraiment une mosquée d'État. C'est vraiment un symbole plus qu'autre chose. Et la cathédrale encore plus. Elle est vraiment liée au gouvernement, c'est très institutionnel. Ce n'est pas une paroisse d'un groupe particulier. Tous les chrétiens peuvent y aller, anglicans, catholiques, etc. Mais on sent la volonté que les deux religions aient chacune un monument l'un en face de l'autre. Une curiosité de ce paysage, moi j'avais jamais vu des paysages comme ça. C'est plat, mais c'est hérissé de rochers, dont certains sont énormes. Ça, c'est le mont Asso, qui fait 400 mètres de haut, enfin au-dessus de sa base, je ne sais pas combien c'est au-dessus de la mer, et c'est de la roche basaltique. Et pas très loin de la capitale, il y en a un autre qui est encore beaucoup plus gigantesque, qui s'appelle le mont Zuma, qui est vraiment un massif de 700 mètres de haut. Ça, c'est vraiment très très impressionnant, quoi. Et j'avais jamais vu des paysages comme ça. Et c'est intéressant parce que finalement, je crois que n'importe où on va, je crois que les paysages ne sont pas seulement physiques. Je dirais que chaque paysage, quand on est sur place, on se dit, tiens, je me disais que quelque part sur Terre, il doit y avoir un paysage comme ça, quoi. On est dépaysé et en même temps, on se dit, je me disais que quelque part, il doit y avoir quelque chose comme ça. Et j'ai découvert vraiment une grande beauté dans ce rocher. Et j'ai compris qu'en fait, ils ont bâti la capitale au pied de ce rocher qui est pratiquement au centre du pays. Ça veut dire le mont de la Victoire.
J'ai trouvé ça, plein de symboles. Et tout le Parlement, le palais présidentiel,